Bonsoir à tous. Depuis 30 ans, il en a fait le combat de sa vie de chrétien. Grégoire à Ambonon se bat pour rendre leur dignité à des malades mentaux en Afrique. Alors, à l'occasion de son passage en France, il nous fait la joie de venir à nouveau sur KTO. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'être venu. Vous étiez déjà passé sur notre antenne, c'était il y a 3 ans, sur le plateau d'Un cœur qui écoute. Oui. Et alors, beaucoup de téléspectateurs vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, je resitue en quelques mots votre parcours tout à fait hors du commun. Donc, vous êtes béninois, marié, père de famille, de 6 enfants. En 1971, vous émigrez en Côte d'Ivoire pour y faire fortune comme réparateur de pneus. Vous gagnez alors beaucoup d'argent et puis les choses tournent mal. Votre entreprise fait du jour au lendemain faillite. C'est alors que vous allez sombrer dans un épisode de dépression profonde. C'est la rencontre avec un missionnaire, quelque temps plus tard, qui va marquer un tournant décisif dans votre vie. Il vous emmène en pèlerinage en Terre Sainte en 1982 et là, vous êtes comme retourné, converti, et c'est désormais vers les autres, les plus faibles, que vous voulez vous tourner. Alors, de retour en Côte d'Ivoire, vous découvrez l'extrême misère, le rejet dont sont victimes les malades psychiatriques en Afrique, et vous décidez de vous mettre à leur service, de les soigner, en fondant l'association 5 Amis de l'Hélice, qui regroupe aujourd'hui des centres d'accueil et de réinsertion dans 4 pays en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Merci donc d'être là à nouveau. On va, avec vous, peut-être parler aujourd'hui de ce que vivent les malades psychiques en Afrique. On connaît peu. C'est un sujet qui peut être déjà tabou chez nous, mais peut-être encore plus en Afrique. Vous allez nous en parler. Et pour cela, pour que nos téléspectateurs rentrent tout de suite dans le vif du sujet, dans ce qui est concret, hein, avec ce qui se vit chez vous, racontez-nous, revenez sur ces souvenirs de ces premières rencontres que vous avez faites il y a plus de 30 ans avec des malades psychiques. Écoutez, je tiens à vous dire un grand merci pour cette occasion que vous m'offrez, non seulement à moi, mais aussi surtout à tous ces oubliés de nos sociétés d'Afrique. C'est vrai, c'est en 90 que, pour moi, j'ai fait cette rencontre avec un malade mental, que je voyais ces images partout en Afrique. Mais ce jour, comme je vous l'avais dit, j'ai vu un malade, comme d'habitude, qui fouillait la poubelle, qui cherchait sa nourriture tout nu. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. C'est lui, Jésus, qui était là en personne. Vous l'avez vu différemment Je l'ai vu différemment. J'ai dit, mais c'est Jésus que je vais rencontrer dans les églises, dans les sacrements. C'est lui, Jésus. Je parlais seul. Et du coup, je me suis dit, mais ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? Voilà comment tout a commencé. Une rencontre qui sera décisive pour vous. Oui, une rencontre que je ne peux jamais oublier. Une rencontre qui, aujourd'hui, à la fin, m'a permis de découvrir la souffrance, le rejet, vraiment qu'on ne pouvait jamais imaginer à notre époque. Le jour où je vais rencontrer cette image que je ne pourrai jamais oublier, c'était la veille de la fête des Rameaux 94, où une dame est venue nous trouver. « Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. » On arrive dans son village, son papa a commencé à crier sur elle. « Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Ce n'est pas la peine, il est déjà pourri. » Il dit, un homme pourri, même s'il est pourri, je veux le voir. Le papa a commencé à crier, il dit non. Donc je m'avais cherché la gendarmerie. Il a pris peur. Après avoir rencontré le chef du village, décision finale, il fallait ouvrir la porte. Un jeune homme, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix. Et c'est ça qui a été pour moi, ça m'a bouleversé. Et depuis, je me suis dit, non, on ne peut plus continuer à vivre ça. Il faut qu'on lutte contre ça. Il faut que vous nous parliez de cette condition des malades en Afrique. Vous nous parlez de quelqu'un qui est cloué sur une croix avec cloué, les deux bras, les deux pieds enserrés dans un tronc. Bloqués sur un tronc avec des fers et les deux bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourris avec des asticots partout. Et il n'était pas mort. Mais on a tout tenté ce soir-là pour le détacher, on n'a pas pu,
Parce que vous voyez quelqu'un qui se décomposait, il est enflé, tous les fers sont rentrés dans la chair, on ne sait pas par où couper. On a dû faire demi-tour. Et c'est la veille, le lendemain, jour des rameaux, à l'aide d'une religieuse infirmière, on est allé trouver des ferrailleurs qui nous ont donné des cisailles. On va retourner dans ce village. Difficilement, on a réussi à le détacher. Quand on est arrivé dans le centre, après avoir fini de le nettoyer, il me regarde. Il me dit, monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Il va me poser la question, est-ce que je peux encore vivre? Oui, il avait encore le désir de vivre. Mais il était tellement décomposé qu'à la fin, il est décédé. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. Et c'est cette dignité, c'est pour cette dignité qu'on continue de se battre. Et alors dites-nous, voilà, cette personne avec des fers comme ça aux pieds et qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela de la part de mes parents? C'est quelque chose de courant en Afrique. Ah oui, beaucoup. Non, beaucoup. Malheureusement, je dis, ce n'est pas la faute des familles. Ce n'est pas leur faute, ils ne savent pas quoi faire. Vous savez, la maladie mentale en Afrique, je dis, sont les oubliés des oubliés. Les hôpitaux pour les soigner, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, où nous avons commencé cette activité, il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques. Mais il y a plus de 20 millions d'habitants et vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique et c'est pareil, vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Donc les familles, à la fin, ne savent pas quoi faire. Et malheureusement, vous savez, chez nous en Afrique, il y a tellement de sectes qui ne voient que le diable partout et qui font des publicités pour donner des faux espoirs aux gens en disant que les malades mentaux sont possédés par le diable. Alors, le traitement consiste à les enchaîner à des arbres, sous la pluie, sous le soleil, et il faut les bâillonner pour chasser le diable. Alors, c'est ça qui fait notre lutte. Donc, aujourd'hui, je voulais aussi profiter pour dire un grand merci pour cette occasion que vous nous donnez. Parce que, vous savez, j'étais venu ici où j'ai lancé un appel pour le Togo. Un projet au Togo. Un projet au Togo avec les pères camiliens. En tout cas, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont accepté de participer à ce projet. Parce que ce projet a vu le jour. Hein. Ce projet a eu le jour. Le 19 novembre, on a pu l'inaugurer avant la fermeture, avant la fin de l'année de la miséricorde. On a ouvert ce centre. Et beaucoup de malades qui étaient enchaînés dans le camp de prière qu'on avait présenté, beaucoup de ces malades sont déjà récupérés et qui commencent déjà à soutenir les autres. Alors expliquez-nous justement, et ça c'est une originalité un petit peu de votre démarche, c'est que beaucoup de ceux qui aident les malades actuels sont eux-mêmes des anciens malades. Donc ça peut être des aides-soignants aujourd'hui, des infirmiers. Racontez-nous, parce que ça nous semble totalement... j'allais dire presque incongru pour nous vu d'ici. Hein. On est dans des univers très, très cloisonnés, hein. Le corps enseignant, médical soignant, pardon, les médecins, les infirmiers et les malades de l'autre côté, mais on ne voit pas de pont entre les deux. Eh oui, je pense que ça, je tiens à vous dire ceci. Nous vivons quelque chose qui n'est pas humain, ça ne vient pas de moi. Parce que je vous ai dit, vous venez de le répéter, je suis réparateur de pneus. Je ne connais rien. Je ne suis rien. Je dirais que Dieu est venu me prendre dans un trou. Puisque, c'est vrai, j'avais eu l'argent, mais j'ai tout perdu. Moi-même, j'étais perdu. Je ne savais plus où je suis. Lorsqu'à la dernière minute, il est venu me prendre dans le trou où j'ai fait cette rencontre avec ce missionnaire. Donc, en réalité, je ne connais rien. Et puis, aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ces malades qui étaient oubliés, abandonnés de tout le monde, ce sont ces malades qui sont organisés. Ce sont ces malades qui étaient enchaînés, qu'on envoie aujourd'hui à l'école, qui deviennent des infirmiers, des aides-soignants pour venir s'occuper des autres. Ce sont des malades qui vont dans les rues pour aller prendre leurs camarades pour venir les soigner. Ce sont des malades
qui vont dans les villages pour déchaîner les autres pour venir les soigner. Mais ils ont ces compétences-là, ils peuvent le faire aujourd'hui? Mais écoutez, lorsque quelqu'un, après avoir fait la formation, il est infirmier diplômé, vous savez, chez nous en Afrique, les infirmiers sont formés pour soigner, pour prescrire. Ce n'est pas comme en Europe. Donc, ils reçoivent la formation. Et puis, notre chance est que... C'est le cas aussi en Europe. Oui. C'est ce qui est différent. Oui. Hein, pardon? C'est pas différent. Non, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent de la maladie mentale. Ce qui est intéressant à vous dire, c'est qu'il y a une équipe de médecins psychiatres en Europe, en France, qui vient précisément, William, qui vient précisément de Uzès, à côté de Montpellier, qui est venu découvrir notre méthode. Et pour lui, il fallait que cette expérience soit répandue dans tous les pays d'Afrique. Il est venu, il a mis sur pied une association qu'on appelle SMAO, Santé mentale en Afrique de l'Ouest, composée de psychiatres qui viennent régulièrement appuyer nos personnels, leur donner la formation. Et mieux, vous savez, il y a beaucoup de malades qui sont réintégrés en famille. Et ce sont des gens qui doivent venir tous les mois pour prendre leurs médicaments. Beaucoup, à un moment, disent on n'a pas l'argent pour payer le transport. Alors, avec les religieuses, les communautés religieuses qui ont des dispensaires, on leur a donné une formation, si bien, qui sont des infirmiers diplômés également. Donc, tous ces dispensaires, c'est devenu dispensaires en santé mentale. Donc, tous ces religieux, de partout où ils sont, elles commencent aussi à recevoir ces malades, à les soigner. Mais bien sûr, il faut que la Sainte-Camille trouve les médicaments pour distribuer dans tous ces endroits. Et oui, c'est ça. Alors ça, c'est encore un défi aujourd'hui de pouvoir fournir les médicaments selon les pathologies. Oui, selon les pathologies de chacun, il faut trouver les médicaments. Vous ne les avez pas forcément, ça? Hein? Vous ne les avez pas forcément aujourd'hui, tous ces médicaments? Ah non, à non, il faut les payer. Ouais. Il faut les payer. Donc, nous vivons, c'est pourquoi je vous dis, nous vivons quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, on arrive toujours à trouver des gens qui arrivent à nous aider pour pouvoir continuer ce travail qui, jusqu'à aujourd'hui, fait la joie et le bonheur de tous ces malades. Et comment ils sont vus, ces malades psychiques, en Afrique? C'est complètement tabou, on les cache chez soi? Voilà. Écoutez, par rapport à chez nous, peut-être, dites-nous. Vous savez, la maladie mentale en Afrique, c'est une honte pour les familles. C'est une honte parce qu'on pense que c'est une possession, on pense que c'est la sorcellerie. On a tous les mots pour Encore aujourd'hui. Mais depuis qu'on a commencé cette expérience, avec les rencontres qu'on essaie d'avoir dans les villages, les conférences dans les paroisses, dans les milieux publics, beaucoup de choses commencent à changer. D'accord. Partout, on a créé des centres. Personne n'enchaîne encore leurs malades. Les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, les familles, c'est eux-mêmes qui, chaque fois maintenant, apportent les malades dans les centres. Non, il y a un changement. Mais vous savez que l'Afrique, c'est un grand continent. Hein. Et vous voyez quand même progressivement, depuis le début, le premier centre créé à Bouaké, en Côte d'Ivoire, en 1994, les choses évoluent quand même? Ah oui, beaucoup. De quelle manière? Les choses évoluent de telle sorte que je viens de vous le dire. Partout où on a créé des centres, personne n'enchaîne encore des malades. Voilà, tout le monde essaie de dire envoie ton malade. Et les malades qui sont retournés en famille, c'est eux aussi qui font la publicité. C'est eux qui vont voir les parents qui ont un malade. Écoutez, moi aussi j'étais malade. C'est grâce à Sainte-Camille que je me suis retrouvé. Donc, régulièrement, non. Et dans chaque centre, ce que vous devez savoir, je tiens aussi à vous expliquer, que ce soit le directeur jusqu'au dernier, sont tous des gens qui ont souffert de la maladie, qui prennent leurs médicaments. Vous avez des centres où il y a 200 personnes, mais vous rentrez dedans, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des gens qui vivent comme une communauté. Ils partagent leurs souffrances, leurs joies, leurs peines ensemble. Alors, vous avez aussi ouvert des centres de réinsertion pour justement qu'ils puissent travailler. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Oui, bon, vous savez, ces malades, il faut leur faire confiance. C'est surtout la confiance. Et c'est cette confiance qui nécessite surtout les remettre dans ce qu'ils faisaient avant de la maladie. Comme je disais tantôt, il y a par exemple un centre au Bénin. Je suis rentré, j'ai vu un malade qui est venu, il était venu enchaîner. Et quand il s'est retrouvé, je l'ai trouvé, j'ai dit, mais quel travail tu faisais avant la maladie? Il m'a dit, j'étais boulanger. Il dit, mais si tu étais un boulanger, on va ouvrir une boulangerie.
Et c'est par lui qu'on a commencé la boulangerie. On a ouvert cette boulangerie, il a pris de ses camarades. Aujourd'hui, ils font plus de 8 sacs de 50 kilos de farine par jour. Et c'est eux qui vendent le pain à toute la population, à tout le village où ils sont. Donc, on n'est pas différent des malades mentaux. Et je dis même, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Vous trouvez? Ah oui, il faut Pourquoi? leur faire confiance. Ils sont capables de tout. On minimise les malades mentaux, on les minimise. Ce sont des gens qui sont capables de plein de choses. Hein? Voyez, comme je vous le disais tantôt, ce sont des malades qui sont des directeurs des centres, qui sont des infirmiers, qui s'occupent des autres. Il y a des choses que des malades font que quelqu'un qui n'a jamais été malade ne peut pas le faire. Dites-nous, beaucoup de ces personnes-là que vous avez accompagnées s'en sortent? Ah oui, mais s'ils ne s'en sortaient pas, on ne serait pas là. Hein? On ne serait pas là en train de... Vous savez, on a fait un peu les statistiques en 2014. Il y a plus de 60 000 malades qui ont été réintégrés dans leur famille. Il y a des gens qui ont fondé leur famille, il y a des instituteurs qui ont repris la craie. Non, non. Vous les voyez, vous ne pouvez pas savoir que ce sont des gens qui ont vécu la maladie mentale. Alors, quels sont vos défis aujourd'hui? Écoutez, nos défis, c'est toujours énorme. Énorme, c'est-à-dire, vous savez, chaque fois que vous ouvrez un centre, la demande est toujours à vos portes. Aujourd'hui, nous avons un centre que nous voulons de nouveau construire au Bénin, à Dassa précisément, où l'évêque a déjà donné un terrain de 2,5 hectares. Et on a demandé l'aide à nos amis d'Espagne, de Madrid. C'est eux qui sont en train maintenant de lutter pour nous aider à pouvoir construire ce centre. Et ce centre, il y a quelque chose un peu de spécial qui va se faire là, c'est surtout les toxicomanes. Parce que vous avez beaucoup de malades qui, à cause de la drogue, développent la maladie mentale. Et lorsque vous les mélangez avec les autres malades, c'est difficile à gérer. Donc là, on va construire maintenant un centre pour les toxicomanes, qui devient de plus en plus une grande demande, un grand besoin dans nos pays d'Afrique. D'accord, ça c'est quelque chose que vous observez de plus en plus? Oui, oui, oui. Déjà, on reçoit beaucoup de ces malades qui sont dans les centres, mais aujourd'hui, on veut essayer de développer ça davantage. D'accord, voilà. Un soin particulier Exact, pour eux. exact. Dites-nous un peu, comme vous voyagez pas mal en Europe, mais pas seulement, vous vous rendez aussi au Canada. Voilà, comment est-ce que vous voyez l'univers de la psychiatrie, par exemple chez nous, en France? Écoutez, je sais que l'Europe a fait beaucoup de progrès dans les soins des malades mentaux. Il continue de faire beaucoup de progrès. Mais je dis, ça reste. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est-à-dire, vous savez, la maladie mentale, il ne suffit pas seulement de leur donner des médicaments. Il y a une relation qu'il faut savoir établir avec les patients. Et ça manque aujourd'hui en Ça Europe? Ça manque beaucoup en Europe. Il y a manque de confiance envers les malades mentaux en Afrique. Il y a beaucoup de médecins. Malgré, vous savez... Mais les médecins n'établissent pas ce lien-là avec les malades? Non, je pense que... J'ai été, par exemple, dans un pays en Europe où, après la présentation, le grand professeur me disait, monsieur, mais on ne comprend rien. Avec tous nos moyens techniques, avec tout ce qu'on dispose comme moyens, on n'arrive pas à avoir vos résultats. Et ce que vous expliquez est tellement clair qu'on ne peut pas discuter avec vous. Je lui ai dit, professeur, excusez-moi, je vous ai déjà dit que moi, je ne suis pas un médecin. Je suis réparateur de pneus. C'est en voulant chercher Jésus-Christ dans les pauvres que nous sommes arrivés là. Mais je crois que vous voyez d'abord la maladie en oubliant que ce sont des hommes qui portent cette souffrance. Et je pense que la première chose, c'est de s'intéresser à la personne avant de savoir comment l'aider à sortir de sa maladie. C'est une manière d'approcher la personne? L'approche est capitale. Vous savez, la maladie mentale, dès que quelqu'un a eu cette maladie, il se dit, ma vie est foutue, ma vie est gâchée. Lui-même, il ne se fait plus confiance. Et la société lui fait plus confiance. Le fait de trouver quelqu'un qui le remet dans sa confiance, ça l'aide beaucoup à sortir de sa souffrance. Et ce qui est un peu
différent chez nous, c'est que lorsqu'un malade arrive, il découvre que celui qui s'occupe de lui était aussi quelqu'un qui était comme lui, qui prend médicaments comme lui. Mais ça permet d'établir cette confiance. C'est ça, puisqu'il voit des personnes qui sont passées par là. Exact. Il voit que tous ceux qui travaillent, le directeur lui-même, il fait son témoignage devant tout le monde. Alors il s'est dit, si lui, il a pu s'en sortir, ça veut dire que moi aussi, je peux m'en sortir. Vous pensez qu'on devrait transposer des expériences comme ce qui se vit chez vous en Europe, ce serait possible? Écoutez, je ne peux pas dire qu'on peut transposer, mais je pense qu'il y a un effort encore à faire en Europe vis-à-vis de la maladie mentale. Il y a un grand effort encore à faire. Parce que j'ai été dans plusieurs pays, plusieurs hôpitaux psychiatriques en Europe. Non, les malades ne méritent pas ça encore. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, Ils beaucoup ne sont pas d'efforts enchaînés, mais il y a d'autres formes. Oui, il y a de d'autres souffrance. chaînes. Il y a d'autres chaînes qu'ils portent. Je suis allé dans un centre, je les ai montré une chaîne qu'un malade portait en Afrique. Mais le malade m'a dit, mais écoutez, nous ici aussi, on a les mêmes chaînes. Ce n'est pas visible comme l'Afrique, mais on est aussi enchaîné. Non, non, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ce n'est pas que je critique, mais je dis et je répète, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à tous les niveaux. Donc il faut que vous continuiez à venir témoigner et parler ici en France et ailleurs. Je dirais qu'on a besoin de ces échanges quand même. J'ai besoin de voir, comme l'Afrique et l'Europe aussi a besoin de venir découvrir aussi cette expérience. Comme fait William, il y a plus de 30 psychiatres avec lui qui font le voyage régulièrement. Vous avez des missions de Oui, médecins des qui missions viennent de chez vous. médecins. Ils sont parfois 10, 8 qui viennent régulièrement. Beaucoup des internes qui viennent régulièrement. Des psychiatres de l'Italie, du Canada. Oui, non, on a beaucoup de psychiatres qui découvrent aujourd'hui une autre approche. C'est ça, et qui viennent à la fois observer et aussi apporter des compétences. Oui, bien sûr, qui apportent aussi des compétences. Alors quel message, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais quel message vous souhaitez vous porter à ceux qui nous regardent? Écoutez, qu'est-ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent? Je pense que la première chose, je dis et je répète, les malades mentaux, n'ayons pas peur d'eux. N'ayons pas peur des malades mentaux. Il y a un malade qui, en Afrique, un jour m'a tiré volant. Je suis rentré dans la brousse. Je suis parti, la voiture est cassée. Je suis parti, je suis venu de nouveau à sa recherche. Il s'est jeté à mes pieds en commençant à demander pardon. Non, je souhaite que tout un chacun essaie de savoir les pardonner. Ils ont souvent des gestes, malheureusement, qu'ils ne souhaitent pas eux-mêmes avoir envers l'homme. Qu'on les pardonne et qu'on sache comment les aimer. Moi, aujourd'hui, si j'ai commencé cette activité, si je continue cette activité aujourd'hui, c'est parce qu'en eux, je découvre la personne de Jésus. Je découvre surtout la personne de Jésus qui sait identifier aux pauvres et à ses oubliés. Tout ce que chacun peut faire pour leur redonner une chance, je leur dirai un grand merci. Tout ce que chacun peut faire à son niveau pour permettre à ces malades de retrouver la liberté et la possibilité de pouvoir être utiles comme ils souhaitent. Ils souhaitent seulement qu'on les accompagne. Aujourd'hui, ces malades, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'on les accompagne. Parce que dans nos pays, on n'a pas de subvention. L'accompagnement, les soutiens et la prière. Parce que sans la prière, je ne peux rien. Je demande à tous ceux qui nous écoutent que chacun, au moins une petite prière chaque jour, qui se disent qu'ils sont en train de déchaîner un malade, de libérer un malade, de nourrir un malade. Merci beaucoup, Grégoire Aon-Bonon, pour ce magnifique témoignage. J'en profite pour dire à nos téléspectateurs qui souhaiteraient soutenir votre projet futur pour le Togo en lien avec l'Espagne, que vous pouvez adresser vos dons aux coordonnées qui s'affichent
sur votre écran. Très belle soirée à tous et bien sûr, repassez nous voir quand vous reviendrez en France, à Paris. On sera heureux de vous accueillir à nouveau. Voilà, c'est la fin de cette édition et vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. On se retrouve très bientôt sur KTO. Au revoir.